La SLN sera-t-elle en cessation de paiement à la fin du mois? Ce matin, à l'occasion d'un comité central d'entreprise, les syndicats et la direction ont échangé sur le plan de progrès d'urgence. Annulation d'investissements, baisse des frais fixes, réduction des coûts de la masse salariale, ce plan de mesures temporaires doit permettre à la SLN de réaliser des économies de 10 milliards sur l'année 2023, selon la direction. Ce plan permet de tenir dans les semaines et les mois qui viennent, en espérant que nous arrivons d'un autre côté à atteindre tous nos objectifs de production et que le marché de l'énergie notamment se stabilise à des niveaux supportables. Un plan de mesures temporaires qui est loin de faire l'unanimité. Le plan a déjà été rejeté par l'ensemble des partenaires sociaux en décembre dernier. Même chose aujourd'hui, où 6 syndicats sur 7 ont quitté les discussions au bout d'une heure de rencontre. Sur ce plan d'urgence, nous n'avons pas été associés au travail. Le PPU a été imposé par la direction. On voit des moins 80 emplois dans ce plan d'urgence qui touche plutôt le deuxième collège et les agents de maîtrise, mais il n'y a pas trop d'efforts dans certaines catégories. Donc aujourd'hui on dit, on est tous conscients, on doit tous faire des efforts, mais on doit être associés. Il y a fin janvier donc la restitution d'un rapport qui est réalisé par un comité d'audit indépendant, c'est CAFI, qui a été donc mandaté par le comité central d'entreprise. Et on considère qu'il y a besoin d'avoir cet éclairage aussi pour pouvoir donner un avis éclairé sur notre plan, sur le plan de progrès d'urgence. La situation financière de l'industriel est si critique que la menace d'une fermeture plane sur la société. Mardi, à Paris, le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a annoncé depuis l'Assemblée nationale qu'une réunion interministérielle serait programmée cette semaine afin d'apporter une réponse à court terme. Un signal encourageant à prendre avec des pincettes selon la direction de la SLN. C'est une bonne nouvelle, mais il faut pouvoir la mettre en œuvre. La première condition pour pouvoir mettre en œuvre une aide de l'État, c'est de ne pas être en cessation de paiement, justement. D'où la nécessité de faire notre devoir avant de pouvoir bénéficier d'un support qui sera lui aussi temporaire, le temps d'élaborer une stratégie de plus long terme avec l'ensemble des partenaires calédoniens, français et industriels. En 2016, suite à une procédure de sauvegarde, la SLN avait obtenu un prêt de 63 milliards auprès de l'État. Aujourd'hui, il ne reste que 4 milliards et la société minière affiche un déficit de plus de 50 milliards. Les touristes sont de retour à Nouméa. Depuis le début de l'année, déjà 10 paquebots ont fait escale, soit près de 20 000 touristes australiens potentiels. Sur les baies de la capitale, cette hausse de la fréquentation fait le bonheur des commerçants. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une augmentation forte pour les populations australiennes, surtout les touristes qui viennent ici après la fermeture des frontières du Covid. Ils consomment beaucoup. La semaine dernière, il y a eu des bateaux depuis lundi jusqu'à samedi et tout le temps on a eu du monde. Pourquoi ce retour en masse des touristes australiens? Ces derniers participent-ils à l'économie calédonienne en consommant sur place? Nous leur avons posé la question. Ce matin, on va sur l'île aux Canaries et tout à l'heure, on reprendra le bus. On s'arrêtera probablement aux autres arrêts aussi, comme la baie au citron ou l'aquarium. On va sûrement manger dans un restaurant quelque part et acheter quelques souvenirs pour la famille tant qu'on est là. Venir ici depuis l'Australie, c'est relativement peu cher, même pendant les vacances scolaires. On avait réservé une croisière quand le Covid est arrivé et aujourd'hui les croisières reprennent. Alors c'était une bonne opportunité pour venir. On a pris un bus hop-on, on-off et là on va à la galerie commerciale. Plus tard on ira voir d'autres lieux pour visiter. Pour l'instant, on n'a pas encore eu l'opportunité d'acheter quelque chose. Mais j'ai parlé à quelqu'un dans le bus qui a échangé 100 $ pour de la crème solaire, ce qui est assez cher. Les paquebots sont donc de retour. Depuis octobre 2022 et la réouverture de la Nouvelle-Calédonie aux croisiéristes, 32 bateaux ont déjà fait escale au pays. Les Australiens représentent un quart des visites derrière les touristes venus de métropole. Nouméa profite de ce nouvel afflux, mais il faut noter que l'île des Pins et Marais n'ont pas encore pleinement réouvert leur escale aux croisiéristes. Une concertation devait se tenir entre les communes et les autorités locales. Le Forum des îles du Pacifique, prévu le mois prochain, pourrait écarter le Japon du plan de gestion des déchets nucléaires comme le rapporte Radio New Zealand International. En effet, dans quelques mois, le Japon devrait commencer à déverser 1 million de tonnes de déchets nucléaires de la centrale endommagée de Fukushima Daiichi dans l'océan Pacifique.
Interrogé par RNZ Pacifique, le secrétaire général du forum, Henri Pouna, a annoncé que pour conserver son statut, le Japon devait intensifier la communication et la transparence sur la question. Ajoutant que jusqu'à présent, ce pays n'a pas coopéré et qu'une telle réunion ne sera pas acceptée à moins qu'il s'engage maintenant ou avant la réunion à fournir toutes les informations que nos experts leur demanderont. Fin de citation. On pouvait lire dans les colonnes du New York Times que pour le gouvernement japonais, il n'y a pas d'alternative réalisable et qu'il s'engage à procéder à la libération en accordant une attention particulière aux normes de sécurité. Dans la revue scientifique américaine Science, des groupes industriels et des scientifiques du nucléaire affirment quant à eux que d'autres centrales ont éliminé les eaux usées de cette manière avec des impacts minimes. Car avant d'être rejetée dans l'eau traitée par ALPS, un système de traitement des eaux usées, sera diluée 100 fois avec de l'eau de mer. L'Agence internationale de l'énergie atomique a évalué le plan du Japon et a déclaré qu'il était basé sur des preuves scientifiques solides. Ce qui ne rassure pas pour autant les groupes environnementaux, les organisations de pêche et les pays voisins qui ont immédiatement condamné cette décision et exprimé leur opposition. Ils appellent les scientifiques du gouvernement japonais et de l'Agence internationale de l'énergie atomique à examiner de manière plus approfondie et adéquate les options recommandées par le groupe d'experts du Forum des îles du Pacifique. Pendant l'été, je vous propose de partir à la rencontre de personnes inspirantes qui ont choisi de mener des actions au service de la collectivité. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir Philippe Marconnet. Il est le fondateur de l'association Partage en Herbe et il a créé un jardin partagé, ici même, au cœur des quartiers résidentiels de Dimbéa-sur-Mer. Et il est juste là, on va le voir. En fait, ce terrain, en plus d'être une colline inexploitable au niveau urbanisme, c'est une friche industrielle. C'est-à-dire que c'est une ancienne carrière de schiste. Donc il y avait très peu de terre et je voyais ces pauvres gens monter là et puis planter et puis dans les cailloux quoi. Oui. Et je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire avec ce terrain. Notre idée c'était de faire des terrasses un peu à ce qu'on imagine de terrasses à l'asiatique parce que la colline elle était un peu largement en pente et cultiver dans les pentes c'est pas très pratique. Alors que de ce côté-là on va s'enfoncer dans les méandres des jardins partagés. Le principe, c'est d'avoir une parcelle, mais il y a tout un tas de trucs derrière, notamment de partager ses graines, de partager ses techniques, de partager aussi ses idées. Partage, c'est au pluriel, donc il y a plein de partages là-dedans, des concepteurs, parce qu'on n'est pas tout seul à avoir fait ça. Il y a plein de gens qui nous ont aidés, qui nous ont donné la main, et qui étaient tout contents d'ailleurs de pouvoir partager ça aussi. On fait tout le tour de la colline comme ça. Et maintenant, regarde, là, on voit d'autres parcelles. Tu vois, les terrasses, on les devine un peu mieux maintenant. Ce jardin partagé, pour pouvoir y participer, il faut être adhérent de l'association Partage en Herbe. Pour en être adhérent, il faut a priori habiter dans le quartier et payer une cotisation qui est modique. Je crois que c'est quelque chose comme 1200, 1500 par an. Ben voilà, c'est le terrain de Louis, là. Ben on va descendre. On va aller voir Louis. Voilà Louis. Voilà, c'est une parcelle qui est pour le projet à l'université de jardins expérimentaux. On va y retrouver notamment des bananiers, du choucanac, mais aussi des arbres fruitiers qui ont été plantés tous les 5-6 mètres. Ça peut être du citronnier, des clémentiniers, des papayers ou encore des figuiers. Et c'est intercalé avec des cultures maraîchères, donc du type aubergine, oignons verts, aloe vera, citrouille. Ça fait un petit peu d'activité physique déjà, notamment pour le désherbage. Et après, ça permet de se nourrir, d'avoir un complément des produits du champ qui vont directement dans l'assiette. Est-ce que je peux descendre? Oh, déjà. Oui. Merci. On plante un peu de tout, des bananiers, des papayers, des choucanacs. Choucanac, c'est très recommandé parce qu'il y a beaucoup de fer. Les chouchines, de la salade, des tomates, des radis, des carottes, des radis blancs. Voilà, je fais des essais. Et vers là-bas, j'essaye de faire un essai en permaculture.
Et j'habite pas loin, j'habite à Dimbert-sur-Mer. Et tu habites dans un appartement? Oui, D'accord. un appartement. Donc qu'est-ce que ça change pour toi de bénéficier de cette parcelle ici? Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Ça aide parce que les légumes aujourd'hui, ça monte, hein, c'est cher. C'est le système de vie aujourd'hui. Hein. Ça m'aide déjà pour ma santé. Je bouge, hein, parce que vu que je suis à la retraite, alors rester devant la télé, c'est pas recommandé. Alors il faut bouger. Le docteur a dit de bouger, de faire des exercices. Dans le jardin, c'est ça. Le soir, on est un peu mal partout, mais voilà, on est content d'avoir fait quelque chose de bien, parce qu'on va récolter plus tard. Voilà. L'équipe de France de rugby à 7 est en stage de préparation en Nouvelle-Calédonie. Elle prépare la 4e et 5e étape mondiale du Seven World Series 2023 le week-end prochain à Hamilton en Nouvelle-Zélande et le week-end suivant en Australie à Sydney. Ça réaccélère fort. Allez, on va chercher de la haute intensité là. Exercices d'appui, sprint ou encore renforcement musculaire, les 13 joueurs tricolores s'entraînent intensément pour acclimater leur métabolisme aux fortes températures calédoniennes. Mais le travail en chaleur, comme je l'ai dit, est très bénéfique pour la performance dans les températures qu'on va avoir en Nouvelle-Zélande, tout est calibré. Et derrière, on enchaînera en Australie, il fera certainement chaud aussi. Donc, et potentiellement très chaud. Donc c'est très important de passer par la Nouvelle-Calédonie pour aller chercher vraiment cette inertie de performance. Notamment dans les passages sols, notamment dans les lifts. Quand on est en surfatigue, quand on est en fin de match, dernier ballon, c'est souvent le plus important. Ok les gars? Donc précis sur ça. Déterminé, résilient. Ok? Allez, c'est bien, vous êtes dedans. Hein. Allez Joe, allez Aaron, on va chercher plus. Si on peut faire une tâche encore, on le fait. Les joueurs exécutent les exercices durant 2 à 3 entraînements par jour avec pour seul objectif de pouvoir décrocher un podium mondial. Les dernières secondes, allez, on s'accroche. Il reste rien là, il reste rien. Fin de match. On s'entraîne aussi bien en début de matinée qu'en après-midi, donc t'imagines bien qu'on est vraiment sous les flammes du soleil calédonien, donc ouais, ça pique un petit peu, mais voilà, on a un rythme d'entraînement relativement soutenu. Là on vient de finir une séance qu'on appelle énergétique, donc c'est vraiment un moment pour nous où on va aller chercher dans nos ressources les plus profondes pour aller vraiment se faire violence et développer notre capacité aussi de résilience face à des efforts à très haute intensité. Le week-end prochain en Nouvelle-Zélande, les tricolores auront pour adversaires en phase de poule les îles Samoa, les îles Fidji et le Kenya.